Hey, salut à tous, ici Sirac. Et comme vous le savez, récemment, au mois d'octobre dernier, un nouveau pays a été rattaché à l'Europe. Il s'agit du Luxembourg, aussi appelé l'Istenbourg. Un petit pays de la taille de la France, mais qui possède une riche histoire. Une histoire consignée entre autres dans les archives nationales du Luxembourg, dont j'ai pu avoir l'honneur et le privilège d'accéder récemment au cours d'un de mes déplacements dans le pays grâce à mon passeport sealandais. Une histoire riche et passionnante que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Et je ne serai d'ailleurs pas seul, puisque j'aurai aujourd'hui le bonheur d'être accompagné du professeur et historien luxembourgeois Roberto Donacino. Bon. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. Durant l'Antiquité, le Luxembourg que l'on connaît aujourd'hui était en fait constitué de plusieurs tribus. Tribus qui étaient séparées, désunies, et qui s'affrontaient régulièrement entre elles. Conquises une à une et unies sous l'Empire romain en une même région, le Losternum, ces tribus, ne pouvant plus se faire la guerre, virent leur population augmenter et prospérer sous la domination romaine. Cependant, à la chute de l'Empire romain, en 476, cette fragile union disparut et laissa place à une guerre ouverte entre les tribus nouvellement libérées qui, au fil des alliances et mésalliances, donnèrent naissance à 4 royaumes, le Luménor, le Châle, le Custerde et le Listembourg. Un petit royaume dirigé par l'ancien gouverneur même du Losternum, Liston, aujourd'hui connu sous le nom de Liston Ier. Liston est un personnage intéressant. C'était un natif du Losternum, né pendant l'occupation, qui avait fait ses preuves en tant que soldat sous la bannière romaine et gravi les échelons dans l'Empire au point de devenir gouverneur de sa propre région de naissance, le Losternum. Mais celui-ci n'avait pas oublié ses racines. Toujours à l'écoute des siens dont il voyait qu'ils subissaient l'oppression romaine, il a soutenu tout d'abord en secret, puis publiquement les oppositions barbares contre l'Empire. Finalement, il prit lui-même la tête du mouvement au sein de sa région et mena une révolte contre les garnisons du Losternum, faisant ainsi scission avec l'Empire, qui était déjà extrêmement affaibli et qui ne retentera d'ailleurs jamais de reconquête de la région, en s'autoproclamant dictateur bienfaiteur du Losternum. Mais cela ne dura que 3 jours, puisqu'il était aussi chef de la tribu des Listen, à laquelle il voulait accorder tout le pouvoir et les privilèges. Évidemment, les autres tribus n'étant pas d'accord, la région sombra très rapidement dans l'anarchie, et les affrontements tribaux d'avant l'occupation reprirent très rapidement. Finalement, les 4 tribus les plus puissantes formèrent 4 royaumes distincts vers l'an 480, royaumes mélangeant traditions tribales et romaines, le Luménor, le Châle, le Custerde et le Listenus, aujourd'hui connu comme le Luxembourg. Après une courte paix relative entre les 4 nouveaux royaumes, en 484, à l'âge de 41 ans, Listen essaya d'unir ceux-ci par la diplomatie en un seul royaume. Royaume qu'il comptait bien évidemment diriger. Mais, chacun étant avide de pouvoir, cette tentative d'union se solda une fois de plus par un terrible échec. Échec qui entraîna une guerre sans merci entre les 4 royaumes, la guerre de Péridios. Après 11 ans d'affrontements acharnés, en 495, la guerre s'acheva finalement par la victoire du royaume du Luxembourg face aux autres royaumes qui furent ainsi incorporés dans celui-ci. Mis à part quelques résistants dans le Custerde, dont le territoire fut très fortement réduit, mais dont les derniers membres se regroupèrent dans une enclave impossible à vaincre sans y subir d'énormes pertes. Une fragile trêve ayant finalement été conclue avec ces derniers. Les 4 royaumes conquis, c'est à cette occasion, la victoire acquise, que Listen fut couronné et prit le nom de Listen Ier. Une période de paix relative s'ensuivit alors dans le royaume, entrecoupée seulement de quelques affrontements frontaliers avec des barbares suèves de temps à autre. Listen Ier fonda ainsi une dynastie sur laquelle régnèrent ses descendants qui reprirent son nom à chaque couronnement. Listen 1, 2, 3, 4, puis 5, consolidant leur pouvoir sur le pays et renforçant celui-ci. Au cours du règne de Listen II, est ainsi établi par exemple le système militaro-gouvernemental hérité de l'Empire romain, où les plus fidèles militaires obtiennent le rang de gouverneur dans le royaume. Listen III, pour sa part, verra sous son règne l'instauration, sous son influence, de la religion listienne. La religion listienne, c'était un mélange de christianisme et de chamanisme. L'idée était de réunir toutes les croyances, même contradictoires, en une seule. L'avantage, c'est que le roi pouvait ainsi choisir ses propres doctrines. Une nouvelle religion qui est imposée à tous les gouverneurs et pour laquelle est dépensé des sommes faramineuses, ce à la construction de chapelles, tout comme à l'entretien des nouveaux prêtres chamans dans le royaume.
Une nouvelle religion qui donne surtout encore plus de légitimité au roi, se présentant comme le représentant des dieux sur terre. Mais ce pouvoir grandissant finit par susciter des jalousies. En 536, 24 gouverneurs mécontents réclament plus de pouvoir et d'indépendance sur leurs terres, ainsi que des tribus moindres. Listen III refusant obstinément, ces derniers finissent par organiser un complot. C'est le complot des 24. Le complot des 24, c'est la première crise majeure du royaume. Lors du grand banquet annuel du Listembourg, les insurgés assassinent Listen III avec du poison dissimulé dans son verre. Et peu après, ils établissent le frère de ce dernier qui leur est beaucoup plus favorable sur le trône, Aldemar Ier. L'héritier légitime, Listen IV, alors âgé de 14 ans à l'époque, réussit cependant à fuir les 24 et à se réfugier en exil dans les territoires suèves. Malheureusement pour les insurgés, Aldemar s'avère être un terrible souverain. Son penchant pour l'alcool et son ingérence devenant telle que beaucoup parmi la population en viennent à regretter l'ancien roi, ce aux grandes dames des 24. On disait de lui qu'il ne buvait jamais d'eau car il la disait mauvaise pour la santé. Et à cette époque, il n'avait pas tout à fait tort. Mais, coup de théâtre, celui-ci décède finalement dans une tentative de conquête de Custerde qui avait pour but de redorer son blason auprès de la population lors de la bataille de Kulikovo. Bataille qui mettra d'ailleurs définitivement fin à toutes les tentatives de conquête de Custerde par le Listembourg. En 539, après 3 ans de mauvais règne, le jeune Listen IV en exil étant ainsi rappelé par des populations liesses et monte sur le trône du Listembourg. Listen IV, dont le règne va voir, sous son impulsion, l'apparition et le fleurissement d'une protoculture listienne unifiée, avec des traditions, doctrines et rites qui lui sont propres. Une culture centrée sur les notions de travail de la terre, de devoir envers le roi, de collectivité, de partage et bien sûr d'hospitalité. Créant un sentiment d'unité nationale et culturelle parmi les Listembourgeois, déjà amorcé par Listen III via la création de la religion listienne, et mettant enfin fin aux vieilles traditions tribales qui étaient encore présentes. La politique du panem et convivia, du pain et des fêtes, étant quant à elle mise en place, politique qui comprend des fêtes populaires, festivals et foires à loisirs chaque premier dimanche du mois dans toutes les villes du royaume. Le roi paradant pour sa part régulièrement dans les rues des villes provinciales, ceux même mineurs, afin d'y affirmer son autorité. Ce dernier se rendant d'autant plus populaire en établissant un système de charité et d'hospitalité via l'église listienne. La grande intelligence de Listen IV a aussi été de s'assurer de sa propre sécurité et de celle de ses descendants en mettant fin au système des gouverneurs pour se diriger au fil des réformes vers un système plus féodal, avec des nobles et des seigneurs ayant un pouvoir militaire plus restreint et n'étant plus uniquement issu de l'armée. Le pouvoir s'en est trouvé beaucoup plus équilibré. Mais ces temps de prospérité s'achèvent avec le règne de son fils, Listen V. En effet, en 588, le Listembourg voit l'arrivée d'un terrible envahisseur, les Wisigoths. Après un an d'escarmouches, une grande bataille rassemblant le plus gros des deux forces a lieu le 16 août 589, la bataille d'Antonos. Bataille qui s'achève par une terrible défaite pour le Listembourg. Le roi Listen V, humilié, devant en personne remettre ses armes au roi des Wisigoths, Léovigild, duquel il devient le vassal. Ce dernier ainsi que ses seigneurs listembourgeois étant forcés de se convertir au catholicisme, divisant ainsi la population sur le plan religieux. L'occupation du Listembourg par les Wisigoths dure presque un siècle. Mais en 683, face au durcissement des persécutions culturelles et religieuses, ainsi que l'augmentation des taxes par les Wisigoths, une grande révolte organisée par des barons et aidés du peuple éclate. Une première grande révolte qui est écrasée lors de la bataille de Gallinera et qui est suivie de violentes répressions dans le sang. Les Wisigoths pensaient que cela allait mettre fin à toutes les révoltes, mais au lieu de réaffirmer leur pouvoir, cela a au contraire créé un fort sentiment de rejet wisigotien parmi la population et attisé une seconde révolte. En 711, profitant de l'invasion omeyyade de la Wisigothie, les seigneurs du Listembourg, menés par Alaric II, lancent ainsi une guerre d'indépendance du Listembourg lors d'une deuxième révolte, cette fois-ci d'envergure nationale. Ces derniers, en quelques jours, rassemblant une immense armée et battant les Wisigoths, affaiblis, le 12 janvier lors de la bataille de Karnak. Ne pouvant se permettre une guerre sur plusieurs fronts, les Wisigoths accordant l'indépendance au Listembourg qui redevient de nouveau libre et unifié. Mais cette paix n'est que de courte durée,
car en 731, c'est cette fois-ci au tour des musulmans d'envahir le pays par une double invasion. Le roi Listan IX intervient et réussit à repousser ceux-ci du nord du pays. Mais ces derniers s'installent durablement dans le sud, qui n'offre que peu de résistance. Sud du Listembourg, qui, après 6 ans de guerre et de bataille, est complètement perdu. Plusieurs reconquistas vont être tentés durant le siècle qui va suivre afin de reprendre celui-ci, mais elles s'achèveront toutes systématiquement par des défaites, comme celle de la bataille d'Olvasser ou encore celle de la bataille d'Auflène. Ces reconquistas sans fin appauvrissent et affaiblissent fortement le nord du pays, qui n'a plus les moyens de rassembler une grande armée professionnelle digne de ce nom. Et pour ne rien arranger, au début du 9e siècle, des Vikings se mettent à attaquer ses côtes. Skellingson l'implacable débutant en effet les hostilités en 810 par le raid sur Sainte-Marie, premier raid d'une longue série qui dévaste les côtes du Listembourg. Déjà affaibli, celui-ci n'est d'autant plus pas du tout habitué ni préparé à des attaques maritimes, les côtes très peu fortifiées étant très faciles à piller. Skellingson, qui réussit même à envahir le célèbre port de Nuremberg, principale ville côtière du pays, et à y installer une colonie. Colonie de laquelle il lance ses futurs raids, ce autant sur la côte nord du pays que sur la côte sud, toujours occupée par les Sarrasins, les petites côtes du Custerd étant en revanche les seules qui réussissent à le repousser. Le Listembourg subissant ainsi de plein fouet cette double invasion durant plus de 37 ans. Cependant, en 847, le roi Auguste Ier du Listembourg, suite à un mariage avec les Asturies, réussit à conclure une alliance avec ces derniers, et rassemble grâce à cela une armée de 5000 hommes afin de chasser les émirs musulmans du sud, alors ennemis communs avec les Asturies, émirs qu'il vint le 13 octobre à la bataille d'Elepphar. Mais cette reprise du Listembourg du Sud en 847 marque malheureusement le début d'une décennie de conflits religieux sanglants au sein du peuple listembourgeois, à présent triplement divisé entre les religions musulmanes, catholiques et listiennes. Conflits qui deviennent tels que l'armée elle-même doit souvent intervenir pour calmer les foules, chose qui empêche par ailleurs le roi toute tentative de reconquête des territoires côtiers. Le 16 juin 858, après 11 ans de conflits religieux qui ne font que s'aggraver, le roi Auguste, ne voulant voir son royaume sombrer dans l'anarchie, réunit ainsi les représentants des 3 principales religions du royaume au conseil de Hagbach, promulguant après 2 jours de délibération la liberté absolue de culte dans le pays, avec le devoir du souverain de la garantir. C'est la loi Libertatem Credere, liberté de croire. L'édit proclamé, les conflits s'apaisant enfin après ces années de troubles, et le roi Auguste peut enfin se concentrer sur la reprise de son territoire côtier. Ce dernier entamant ainsi une longue guerre de reconquête contre les héritiers de Skellingson l'implacable afin de reprendre la côte ouest du pays. Reconquête dont il ne verra jamais la fin puisqu'elle se terminera avec son fils Auguste II qui défait Ulrich le nain géant, petit-fils de Skellingson, lors du siège de Nuremberg en 898. La ville étant enfin reprise et les Scandinaves retournant dans leur pays. Bien que cette guerre marquera la fin des colonies scandinaves permanentes au Listembourg, des raids continueront cependant de manière ponctuelle pendant encore un siècle. Au début du Xe siècle, ces troubles enfin terminés, le royaume devient alors un havre de paix et d'accueil pour les populations juives, musulmanes et catholiques fuyant les guerres et persécutions religieuses de la péninsule ibérique et de l'Europe, le royaume devenant un bouillon de culture listembourgeoise, arabe, mozarabe, catalane, asturienne et basque. Cette nouvelle et forte croissance démographique permettant ainsi au pays de se développer rapidement. Des routes, ports, exploitations minières, agricoles et forestières étant ainsi construites et des villes voyant le jour. La politique de fortification des côtes, mise en place par Sigismond II et Frédéric Ier, mettant pour leur part un coup d'arrêt définitif aux raids de Vikings et permettant aux villes côtières d'enfin prospérer. De plus en plus puissant, le pays devient ainsi la 3e puissance dans la péninsule ibérique, puissance sur laquelle le califat omeyyade et les Asturies doivent à présent compter, chacun d'entre eux essayant de s'en attirer les faveurs pour pouvoir vaincre son ennemi par le jeu des alliances. Mais, gardant une place rigoureusement neutre dans leur conflit, le Listembourg prend finalement le rôle d'un puissant interlocuteur et médiateur entre les deux puissances. Cette position permettant par ailleurs au Listembourg de négocier des accords commerciaux avec les deux puissances, et de faire ainsi grandir sa propre richesse. À la fin du Xe siècle, le royaume étant ainsi devenu une puissance diplomatique et commerciale. Tous ces facteurs réunis marquant le début de son âge d'or. Roi se succédant pendant plus de 100 ans et faisant prospérer le royaume.
Cependant, en 1203, le roi Stéphane III, dirigeant cupide, commet la terrible erreur de surtaxer les nobles. La rébellion des 24 quelques siècles plus tôt ne lui ayant pas servi d'exemple. Tout allait trop bien, le roi n'a pas écouté les plaintes et c'est finalement les Hassiennes, une riche famille de marchands et de nobles de Bastagne, la capitale d'à l'époque, qui ont pris la tête de la rébellion. Le 12 avril, ayant enhardi et armé la populace, les rebelles convergent vers le palais royal et somment le roi d'abdiquer. Celui-ci, refusant de se rendre, attise encore plus la colère de la foule qui met le feu à son palais. Ne pouvant s'échapper, Stéphane III meurt dans les flammes. Waldo Hassienne, chef autoproclamé de la révolte, promettant de placer sur le trône le fils de Stéphane III, Marcel, qui est bel et bien couronné à l'âge de seulement 15 ans. Mais son court règne s'achève cependant après seulement 40 jours, suite à une mystérieuse chute du haut du palais, alors en reconstruction, après s'être malencontreusement planté une hallebarde dans le dos. Jusqu'à aujourd'hui encore, les historiens n'ont jamais pu résoudre le mystère de cet accident. Waldo Hassienne usurpant le trône et prenant le nom de Waldo Ier. Waldo Ier dont le premier acte sera d'ordonner l'arrestation et l'exécution de tous les membres de la famille des Listiens pour ce parricide odieux envers Marcel. Toute la dynastie listienne étant traquée par les soldats du roi et disparaissant. Mis à part quelques cousins éloignés du roi Stéphane III qui réussissent à s'enfuir et à se cacher dans des pays voisins. De 1214 à environ l'an 1500, le pays connaît un arrêt brutal de son développement suite à l'arrivée de la peste noire et de ses résurgences. Le pays, qui perd jusqu'à 50% de sa population au plus fort de la crise, n'a d'autre choix afin d'endiguer l'arrivée de la peste que de fermer tout simplement ses frontières pour y instaurer un commerce interne, fonctionnant en totale autarcie. Les seuls échanges qu'il maintient étant avec le Kusterd, avec lequel il maintient à présent des relations pacifiques depuis plusieurs siècles. Le Kusterd, lui-même rigoureusement neutre, alignant régulièrement sa politique sur celle du Listembourg, avec lequel il partage la même langue et à présent une grande partie de la même culture. Celui-ci étant en fait plus ou moins devenu une petite principauté autonome au sein du Listembourg. La peste, outre ses conséquences sur la population, a aussi des conséquences sur la famille royale, le trône changeant à plusieurs reprises de dynastie. Gaspardo II le Lutin mourant de celle-ci sans héritier en 1346. Les nobles du royaume nommant alors Auguste Marani roi du Listembourg, ce dernier fondant la dynastie maraniste. Dynastie qui elle-même disparaît à son tour environ un siècle plus tard en 1473 avec le roi Carlos III, décédant lui-même sans descendant, et dont le pouvoir passe finalement à Fernando Ier, un noble réputé facilement influençable et qui avait été choisi par les autres nobles afin d'en faire leur pantin, mais qui se révélera être en réalité un farouche manipulateur lui-même et qui imposera, parfois avec violence, l'autorité de sa lignée, les Fernandel. La fin de la peste, suivie de la fin de la Reconquista sur la péninsule ibérique, donnant finalement l'impulsion nécessaire au Listembourg pour rétablir sa route commerciale avec l'Espagne, auquel il exporte le fer de ses nouvelles et riches mines. Mais la reprise de cette croissance intervient cependant trop tard pour le Listembourg, car, encore ruiné, il ne peut prendre part à la colonisation de l'Amérique après sa découverte en 1492. En 1532, le roi Ferdinand III édicte le Protestantum Legibus, qui promet la protection et la liberté de culte pour les protestants, ce en continuité avec la politique de tolérance du royaume. Cet édit va lancer une nouvelle et importante migration dans le Listembourg de protestants, en particulier des régions germanophones, ce qui va donner lieu à un nouvel âge d'or. Le pays, toujours en paix, bouillonnant de culture et de savoir s'échangeant. Cependant, au niveau géopolitique, l'époque est marquée ironiquement par un refroidissement des liens avec le Saint-Empire romain germanique, puisque le Listembourg se rapproche et sympathise avec l'Angleterre. Angleterre qui est devenue depuis 20 ans l'un de ses principaux acheteurs en fer. L'histoire du Listembourg et l'histoire du fer ne font en réalité qu'une. Le fer a souvent joué un rôle dans le jeu des alliances et mésalliances, et a aussi porté l'économie listembourgeoise pendant des siècles, faisant tour à tour sa richesse et sa pauvreté. Est-ce que je suis payé après cette interview? Dans les années 1550, les Habsbourg, la famille royale d'Espagne, qui s'étend alors en Europe en ayant accédé au trône d'Autriche, faisant de leur dynastie l'une des plus puissantes d'Europe, a, dans ce contexte de puissance et d'expansion, des vues sur son voisin listembourgeois. L'Espagne se mettant à revendiquer le territoire du Listembourg
en clamant que la branche des Lysténiens n'était qu'une sous-branche des Habsbourg via le neveu de la nièce du roi Stéphane III, Diago Lénuc. Une fois conquis, le Luxembourg lui donnerait en effet un large accès à l'océan Atlantique, alors vital pour son expansion et ses colonies en Amérique. Dans ce climat de forte tension entre le Luxembourg et l'Espagne, les liens du Luxembourg s'accentuent alors fortement avec l'Angleterre, formant finalement en 1579 l'Alliance ibérique, composée du Luxembourg, de l'Angleterre ainsi que du Portugal. En 585, suite à une tentative d'invasion espagnole du territoire luxembourgeois et portugais, une guerre qui entraîne l'Angleterre éclate alors. Fernando IV, roi du Luxembourg, faisant suite à cela construire de nombreux bateaux qui participeront en 1588 à la destruction de l'armada espagnole aux côtés des navires anglais. Par la suite, les armées combinées de l'Alliance ibérique chasseront les Espagnols tout d'abord du Portugal, puis du sud du Luxembourg. La guerre hispano-ibérique s'achevant en 1604 par le traité de Londres qui voit l'Espagne renoncer à toute intervention militaire au Luxembourg. Le pays perd cependant sa précieuse alliance avec l'Angleterre sous le règne de Marcel III, en raison de différences politiques, notamment du rapprochement du Luxembourg avec la France, nouveau partenaire commercial et nouvel acheteur majeur de fer luxembourgeois. Le traité d'alliance ibérique est finalement rompu, et en 1620, profitant de la guerre de 30 ans, l'Espagne rompt le traité de Londres et annexe sans difficulté le Luxembourg. Incapable de résister seul, l'annexion se fait plus ou moins pacifiquement, du fait que le nouveau roi, Gildor Ier, opportuniste et soucieux de garder sa place face à un ennemi qui sait imbattable, fait arrêter ses propres généraux un peu trop impulsifs et empêche ainsi sa propre maigre armée ainsi que sa population de prendre les armes contre l'envahisseur espagnol. Gildor et le Luxembourg devenant un vassal de l'Espagne. Néanmoins, en 1635, quand la France déclare la guerre à l'Espagne, toujours dans le contexte de la guerre de 30 ans, la population luxembourgeoise, qui n'apprécie guère ses nouveaux occupants et les persécutions notamment religieuses qu'ils entraînent, va d'elle-même prendre les armes et aider la France, notamment lors de la bataille de Nastrolite, où les populations luxembourgeoises, constituées de paysans aidés de quelques nobles rebelles, vont, en infériorité numérique, faire reculer l'armée espagnole et entraîner la victoire française. Des gestes qui ne seront pas oubliés par la France, qui, en 1659, après sa victoire sur l'Espagne, fera libérer le Luxembourg, chassant le fils de Gildor Ier, Gildor II du trône, et mettant à sa place Carlsberg Ier le libérateur à sa tête. Un noble rebelle qui s'était allié aux Français et qui avait pris la tête de la rébellion, chose créant la dynastie des Carlsberg. En 1660, nouveau coup de théâtre politique, voyant le vent tourner en Angleterre, le Luxembourg se met à aider la monarchie Stuart à reprendre le pouvoir dans son pays et à restaurer la monarchie absolue. Les deux pays devenant de nouveau alliés suite à cela, ainsi que de nouveaux partenaires commerciaux, le luxembourgeois exportant son fer dans des quantités faramineuses. Cette nouvelle alliance était cependant un mauvais calcul pour le Luxembourg, puisqu'en 1688, lors de la glorieuse révolution, les Stuarts sont chassés du trône, faisant du Luxembourg un ennemi, même un paria, de la monarchie parlementaire anglaise. Face à cela, et pour apaiser les tensions, et surtout ne pas voir son pays entraîné dans une nouvelle guerre qu'il s'est perdu d'avance, le nouveau roi Carlsberg de l'Ancien abdique en faveur de son fils Kianou Ier. Kianou Ier qui mènera une politique d'apaisement des tensions anglo-luxembourgeoises et qui se rapprochera du même temps à nouveau de la France. Durant cette période, les rois luxembourgeois, suite à la politique lancée par Kianou Ier, deviennent très proches des rois français, avec notamment une belle amitié entre Flunky de Lebon et Louis XV. Cependant, le premier perdra la vie lors du tremblement de terre de 1755 qui aura des conséquences terribles sur le pays. En effet, le 1er novembre 1755 a lieu un tremblement de terre de magnitude 9 au large de Lisbonne. La proximité du Luxembourg avec cette ville fait que ce tremblement de terre est ressenti de magnitude 7 dans l'Adrias, ainsi que le sud du Midland. Dans l'après-midi, des vagues d'une dizaine de mètres de haut déferlant ainsi sur les côtes luxembourgeoises, rasant plusieurs villes comme Veroja ou encore Virkoklein. Le séisme et le tsunami causant en tout plus de 20 000 morts dans le pays. Morts dont font partie le roi, alors en déplacement dans l'Adrias, qui est tué par l'effondrement de sa résidence secondaire. Après cette catastrophe, le pays est plongé dans une profonde crise économique et sociale. Le nouveau roi, Berge I, qui n'a que faire de la souffrance de son peuple, s'accaparant en effet de toutes les richesses pour organiser des somptueux et fastes banquets en son honneur.
Finalement, la famine de 1760 provoque une insurrection générale dans le pays. Paysans et bourgeois se convergent vers Nuremberg, la nouvelle capitale depuis maintenant 50 ans, et où se trouve le nouveau palais du roi, afin de prendre d'assaut celui-ci. Le roi est obligé de prendre la mer pour se réfugier en France. Le chef des révolutionnaires, Maxime Robès, met en place une monarchie constitutionnelle dans le pays, avec un parlement et un roi-président élu. Roi-président qui n'est autre que Listen XVI, un lointain descendant de la dynastie des Listen qui s'était réfugié en Espagne. La dynastie s'étant cachée chez les Habsbourg pendant plusieurs siècles. Maxime Robès, lui, est élu en tant que Premier ministre du royaume du Luxembourg. Cette époque de libération voyant par ailleurs l'apparition du célèbre fluentisme, mouvement artistique brisant les règles de l'art de cette époque et dont les œuvres ornent encore aujourd'hui fièrement le musée national du Luxembourg, le Listenouvre. Le fluentisme, c'est la valeur de l'art par les règles de la symphonie. Comprenez ce que vous voulez. Le Luxembourg créant par ailleurs aussi sa propre monnaie nationale, le listenis, qui est encore utilisé de nos jours dans le pays. Après 2 mandats, Maxime Robès est remplacé par Heinrich Kook, grande figure de la politique luxembourgeoise, qui avait entre autres servi avant cela comme ministre de l'économie et grandement contribué au renouveau de son pays. Heinrich Kook, qui, connu à l'international, participera aussi aux côtés des Français afin de permettre l'indépendance de l'Amérique en 1775. Malgré la prospérité du pays, des mouvements absolutistes restent cependant très importants au sein du Parlement, constituant la principale force d'opposition de celui-ci. Ces derniers tentant à plusieurs reprises de mettre en place des lois en faveur du retour à la monarchie absolue. Mais ces tentatives s'avèrent être un échec tout aussi absolu que leur mouvement, puisqu'en 1780, ce n'est pas moins qu'une femme, Catarina Savoia, du Parti du Progrès, qui est élue au pouvoir en tant que première ministre. Une première dans l'histoire. Au lendemain de son élection, des milliers d'absolutistes armés se réunissent devant le Parlement et tentent un coup d'État. Des négociations infructueuses s'ensuivent, et ce n'est finalement que grâce à l'intervention du roi Marcel IV le Bien-Aimé lui-même en personne, obligé de faire un discours improvisé sur la Grande Place, en annonçant qu'il reconnaît bien Catarina Savoia comme première ministre, que les tumultes s'achèvent. Figure historique majeure du siècle des Lumières, Catarina aura un rôle déterminant lors de la Révolution française. Le Luxembourg, en effet, sous son impulsion, sera le premier État à signer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Son successeur, Henri de Laforge, sera quant à lui le premier chef d'État à reconnaître officiellement et à apporter son soutien à la première République française fondée en 1792. Autre figure historique, cette fois-ci moins connue, qui jouera un rôle pourtant déterminant dans l'histoire du Luxembourg et celle de l'Europe, le Premier ministre Fabien Bellagré, élu en 1800, qui, lié d'amitié avec Napoléon, vaudra au Luxembourg sa participation dans la conquête française de l'Espagne, rompant sa célèbre neutralité avec en retour la promesse de Napoléon de ne pas envahir le Luxembourg, chose qu'il fait en lui donnant le statut d'État allié. Lorsque Napoléon sera emprisonné une première fois sur l'île d'Elbe, c'est une flotte luxembourgeoise qui viendra ainsi le secourir et le ramènera en France, ce en 1815. France où au cours de la période des 100 jours, Napoléon va reprendre le pouvoir grâce à l'armée luxembourgeoise, avant d'être définitivement vaincu et exilé à Sainte-Hélène suite à sa défaite à Waterloo. Les renforts du général Raco-Guimard du Luxembourg et de son 5e corps d'armée n'étant en effet jamais arrivés à temps. Perdant leur principal allié, les années qui suivent cette période affaiblissent beaucoup le Luxembourg, qui voit d'une part ses relations fortement dégradées avec tous les pays européens, lui en voulant d'avoir aidé Napoléon, et d'autre part la quasi-disparition de son armée décimée pendant la période des 100 jours. Face à cela, le Luxembourg, incapable de se défendre, devant finalement payer des dédommagements à ses voisins afin de ne pas se faire envahir. Cette période d'affaiblissement économique entraîne de même des troubles politiques majeurs dans le pays. En 1822, le nouveau roi, Gaspardo III, très en faveur de la monarchie parlementaire, meurt dans des circonstances étranges, celui-ci étant retrouvé dans son bain avec une hallebarde plantée dans le torse, laissant ainsi sa place à Henri Ier le déchu. Henri Ier qui, aidé par les monarchies absolues européennes, formant un coup d'État. Le 26 avril 1823, des absolutistes armés entrant dans le Parlement et proclamant la monarchie absolue.
Mais c'était sans compter sur les républicains qui étaient en réalité derrière eux et qui lancèrent une contre-offensive en enfermant les absolutistes dans le Parlement, les encerclant grâce au canon de l'armée listembourgeoise. Au bout de 10 jours de siège, les monarchistes rendent finalement les armes, Henri Ier abdique et après quelques mois de délibération, la République listembourgeoise est officiellement proclamée le 31 octobre 1823. Le Parlement devenant le Sénat et le statut de roi-président, qui était peu clair pour les pays européens alentours comme pour les listembourgeois eux-mêmes, est remplacé par le statut de président. Les élections choisies par une minorité de parlementaires étant remplacées par des élections nationales supervisées sous l'instance des sénateurs. Raphaël Valverde de Sousa étant élu le premier président du Listembourg. Président dont les mandats seront établis à 7 ans. Le pays décidant alors d'adopter à nouveau une posture de neutralité sur la scène internationale. Ce d'une part car leur dernière intervention dans un conflit avait failli les mener vers une restauration de la monarchie absolue, et d'autre part car leur meilleure période de stabilité de leur histoire s'était déroulée quand ils avaient maintenu cette politique de neutralité. Le pays, de nouveau en paix, se concentrant de nouveau sur ses exportations de minerais de fer. Ces exportations à fer décuplent alors, car elles sont nécessaires à la révolution industrielle que vit l'Europe. Une nouvelle stabilité et des rentes financières qui vont permettre au Listembourg de s'industrialiser lui-même de façon progressive. Cette époque va aussi voir son monopole sur le fer s'agrandir en Europe, grâce à la fondation de la Société des mines de fer listembourgeoise, qui va en fait se mettre à racheter des mines à fort prix, notamment en Allemagne, ce en échange de son extraction plus performante et sa revente à des prix dérisoires pour les Allemands, mais néanmoins très rentable pour le Listembourg. Enfin, dernier élément marquant de ce siècle, la petite république du Kusterd, qui avait presque tout au long de son histoire maintenu une politique de neutralité similaire au Listembourg, intègre officiellement celui-ci suite à un vote démocratique populaire, créant enfin les frontières actuelles que nous connaissons du Listembourg aujourd'hui. À l'aube de la Première Guerre mondiale, le Listembourg choisit par référendum de ne pas prendre part au conflit, celui-ci formant néanmoins une armée afin de résister à toute tentative d'invasion. Une nouvelle armée qui est financée en grande partie grâce à sa vente d'armes et de fer à la France. Vente qui possède cependant un revers. En effet, la Société des mines de fer listembourgeoise avait énormément investi de ressources financières dans les riches mines de fer de la Ruhr en Allemagne. Mais l'Allemagne confisque ses propriétés car jugeant que le Listembourg, en vendant des armes à la France, prend partie prenante. Chose qui provoque un bouleversement au niveau du prix du fer, principale rente du pays, qui en subit une crise économique qui dure 2 ans. Une crise économique qui s'achève cependant grâce à l'enlisement de la guerre en Europe qui permet au Listembourg de reprendre sa croissance. Car n'étant pas touché directement par le conflit, contrairement aux autres pays qui commencent à manquer de main d'œuvre et dont les productions, notamment en fer, se mettent à chuter. À la fin de la guerre, le Listembourg se met ainsi à exporter de nouveau du fer, notamment vers l'Allemagne qui, privée de la supervision listembourgeoise, ne peut plus atteindre les mêmes quotas de production d'avant-guerre. Le Listembourg connaissant ainsi une grande période de prospérité économique durant laquelle il peut multiplier les investissements, notamment aux États-Unis, dans le Michigan et le Wisconsin, avec le rachat du gisement de fer du Gobejic Range. Un investissement plus sûr pour le Listembourg qui ne compte plus prendre de risques en investissant en Europe. Mais, le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de New York s'effondre. Le Listembourg perdant la quasi-totalité de ses fonds en Amérique et devant léguer ses investissements miniers sur place. Investissements qui se chiffrent en centaines de millions. Pour ne rien arranger, la même année, un énorme incendie a lieu dans la principale mine de fer du pays, ruinant complètement ce dernier alors déjà touché de plein fouet par la Grande Dépression. Ne possédant temporairement plus de ressources d'export, le Listonis s'effondre complètement. Il faut ainsi 8 milliards de Listonis pour s'acheter un pain et presque 1 trillion pour posséder $1 américain. Les billets ont alors autant de valeur que du papier. Et je ne vous dis pas de quel papier je parle. Le président Stefan Schmidt déclarant que c'est la plus importante crise que le pays ait connue. La mine relancée 6 mois plus tard, le mal est cependant déjà fait et le pays ne se relève pas. D'autant plus que, faute à la mondialisation, doublée de la crise financière qui a bouleversé les marchés, ces exportations en fer ne sont plus aussi rentables qu'avant. Le 10 avril 1940, un an après avoir remporté la guerre d'Espagne, Franco profite ainsi de la ruine du Listembourg pour tenter d'envahir le pays. La France, alors en guerre avec l'Allemagne, venant au secours de ce dernier, en y envoyant plusieurs régiments
combattre aux côtés de l'armée listembourgeoise. La bataille de Gallinera le 12 mai étant finalement décisive, voyant une résistance acharnée et héroïque des listembourgeois aidés des Français qui réussissent à repousser les troupes de Franco, qui n'a d'autre choix que d'offrir une paix blanche. Cependant, au même moment, l'Allemagne, voyant les défenses françaises s'amenuire, décide d'envahir la France. Un calcul ingénieux, car une partie des troupes alors au Listembourg ne peut rejoindre le front français à temps, et la France est défaite en seulement quelques jours. La France demandant au Listembourg de rompre sa neutralité et de lui venir en aide en rejoignant les Alliés, mais via un référendum national, avec 52% de voix contre, le Listembourg décide de rester neutre. Chose qui fera par ailleurs réagir le président français Albert Lebrun, qui déclarera « La neutralité, c'est l'inexistence ». Ce dernier ordonnant alors que le Listembourg soit rayé de toutes les cartes. Le Listembourg n'est ainsi plus reconnu comme un État par tous les membres des Alliés, de même que par l'Allemagne et les forces de l'Axe qui lui en veulent d'avoir aidé la France en 1914. Raison qui firent que le Listembourg devint un pays inconnu duquel nous n'avions presque plus entendu parler jusqu'à encore très récemment. En situation de crise économique et non reconnu à l'international, le Listembourg se renferme alors sur lui-même, se coupant du commerce mondial et ne prenant de fait pas partie dans la guerre froide. La dernière apparition d'un diplomate du Listembourg ayant lieu en 1955 lors de la conférence de Brandebourg qui réunit les pays ayant choisi de ne pas s'aligner pendant la guerre froide. Plus isolé encore que la Corée du Nord, le pays s'est donc développé de son côté, en marge des autres nations. Ce qui ne l'a pas empêché, malgré tout, d'atteindre un niveau de maîtrise technologique élevé, ce notamment grâce à l'excellence de l'université de Lusenberg, ainsi que de ses espions industriels postés à travers le monde. Je n'ai rien à dire à ce propos. La famille royale du Listembourg, toujours présente sur la scène publique de manière honorifique et très appréciée de la population, a pour sa part durant cette période participé au financement de plusieurs petits pays d'Afrique. Le prince Russell ayant d'ailleurs été promis en mariage à la princesse d'Éthiopie en 2004. Princesse malheureusement bloquée à la frontière dû à un paiement de 2000 $ à la douane qui retarde le mariage depuis 2005. Finalement, dernier élément marquant de l'histoire moderne du Listembourg, le 30 octobre 2022, le président Gaspardo décide de révéler au monde l'existence de son pays via le média Twitter. Les habitants, de même que les institutions du pays, se ruant alors vers la plateforme pour clamer leur existence. Le Listembourg étant enfin de nouveau connu comme un pays européen et reconnu par les nations. Une nouvelle page de son histoire s'ouvrant. Son futur attachement à l'Europe sera en revanche suivi de bien nombreuses questions humaines, avec par exemple l'afflux des migrants listembourgeois, ainsi que des questions économiques avec le passage du lycénisme à l'euro. Enfin, n'oublions pas l'intégration du Listembourg à l'OTAN, qui reste encore à ce jour une grande question épineuse.